Tu vois, les Papacito et compagnie, enfin, pardon, mais c'est des fils à maman qui avaient des pépitos au goûter, tu vois. Pourquoi tu es en train de me parler comme si tu savais ce que c'est le béton de la brique? La vérité, c'est que ces gens, ils vivent dans un fantasme. Ces gens-là n'ont pas d'expérience réelle et concrète d'une agression. Ils vivent par contre dans une obsession d'un discours qui est le discours sécuritaire. Mathieu, tu sais quoi, je me suis dit, je vais faire une présentation comme toi, t'aimes bien les faire quand tu fais des présentations sur Twitch. Mathieu Burgalassi, hein, de ton nom complet. Tu es journaliste, anthropologue et créateur de contenu, autant dire que t'es le cauchemar des anti-woke. Hein. Comme pas mal de gens qui parlent de politique sur Internet, ton parcours, il est décrit dans une page Wikipédia qui remet en question ta notoriété, parce qu'apparemment, éditer un dernier bouquin sur le survivalisme et aller se confronter à des droitards sur leur propre terrain, ça suffit pas à être légitime. Ta légitimité d'ailleurs, t'en parles dans ton premier ouvrage que j'ai lu ces derniers jours, La peur et la haine, oui en e-book parce que je voulais pas le commander sur Amazon. C'est une enquête chez les survivalistes qui retrace autant ton chemin de mec qui a été élevé dans une société qu'on dit violente que celui de centaines de milliers d'autres mecs qui sont matrixés par la haine de l'autre. Si je devais décrire ta plume à quelqu'un qui serait réticent à lire des essais, je dirais TKT, ça se lit comme un roman. Il y a des dialogues, il y a des rebondissements, du sang et surtout il y a beaucoup de finesse, et moi c'est ça aussi qui m'a surprise. Depuis quelques temps, je fais des lives en espérant qu'ils pourront aider des gens à gérer des situations compliquées dans leur vie quotidienne. Je travaille notamment avec la Ligue de l'enseignement, qui est une des plus grosses fédérations d'associations en France. Ils ont des centaines de milliers de bénévoles, de salariés, de volontaires en service civique qui sont en première ligne pour observer des glissements politiques qui sont pas réjouissants. Un gamin qui se moque du voile d'une gamine au handball, une animatrice de colo qui fait les lits et qui balance que si on faisait plus de tri, il y aurait moins d'assistés. En fait, je parle de ce genre de situation qui sont tristement anecdotiques. Quand j'ai réfléchi à ce thème de live, je me suis dit que le but, c'était d'arriver à donner assez de clés à tout le monde pour éviter de garder des œillères dans ce genre de situation, à cause simplement d'une méconnaissance du sujet. Voilà pourquoi je suis venue te chercher. Je vais commencer par revenir avec toi sur ta vie. On va bien sûr parler des enseignements que tu as tirés en infiltrant les milieux survivalistes, et on terminera sur nos moyens d'action en tant que militantes et militants pour une société plus égalitaire. Je complète aussi en disant que j'ai eu la chance d'être invitée sur ta chaîne il y a 2 semaines pour parler de moi, mon parcours militant, et que je pense que ça va être assez complémentaire de cet entretien qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à la façon dont je t'ai décrit? Bah, je savais pas que j'avais une page Wikipédia déjà, première découverte, donc j'ai très hâte d'aller la lire et de voir si c'est n'importe quoi ou si c'est cool. Bah, ça régale, hein, trop bien. Et même sur le livre, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai vraiment envie que les gens le lisent. Mais bon, peut-être que le packaging n'a pas aidé aussi. Hein. J'avais pas la main sur tout. La maison d'édition a fait aussi ce qu'elle pensait devoir faire sur la forme et tout. Et je pense que ça colle peut-être pas tellement aux attentes d'un public de gauche qui a l'impression que c'est un guide de survie quand il voit l'objet, quoi. Et après, par contre, sur le fond, voilà, moi j'ai vraiment essayé de faire raconter une enquête, tu vois, en mode roman. Et j'avais vraiment envie que ce soit accessible et lisible par tout le monde. Moi, je voulais faire un livre que j'aurais pu lire quand j'avais 16 ans, tu vois. Je trouve une des finesses de ton livre, c'est que face à toute la violence que tu décris, il y a aussi énormément de douceur. Dans un livre qui pourrait être juste une suite de moments violents, il y a aussi beaucoup de beauté. Et je sais pas si toi, quand tu écrivais, tu la ressens. T'as créé cette antinomie ou si c'est quelque chose qui est venu à toi naturellement? Ça vient de la sincérité du texte, du fait que c'est vraiment ma vie. C'est vraiment des expériences que j'ai vécues. Et on a souvent en fait réduit à un récit misérabiliste quand on est sur des témoignages à gauche où on vient raconter des choses violentes, des choses parfois traumatiques et tout. Et en fait, ce misérabilisme, il efface la complexité du monde dans lequel on est. Et moi, ce qui est particulier, c'est qu'une grande partie du livre, c'est une enquête où je suis en infiltration dans des milieux hyper violents, avec des types hyper racistes, armés, où je vais subir énormément de violence moi-même. Et en même temps, il y a quelque chose des fois qui se crée en fait d'humain. Quand t'as froid, tu vois, et que t'es vraiment dans la merde, et qu'il y a un type qui colle ses jambes contre ton dos, et que t'es attaché au sol ou je sais pas quoi, et que grâce à ça, tu vas avoir 1 heure dans la nuit où tu vas pas trembler. Ce moment d'humanité, il est gigantesque. Je voulais pas l'effacer pour pas créer des monstres, en fait. Je pense que même pour le sens politique du livre, si j'avais voulu déshumaniser totalement les personnes dont je parlais, en faire purement et simplement des monstres, j'aurais pu. Mais je pense qu'on aurait perdu tout l'intérêt de ce que je voulais dire, puisque moi, ce que je crois profondément, c'est que les monstres, ça n'existe pas, que tous ces gens sont des gens ordinaires, et que, en fait, la mécanique du monde,
les amène à devenir des gens capables d'actes monstrueux. Vous allez comprendre pourquoi on parle de survivalisme et pourquoi on lie ça aux idéologies d'extrême droite. Juste faites-nous confiance et laissez-vous guider dans ce processus. C'est pas parce qu'on va pas parler de Marine Le Pen tout de suite que le sujet ne va pas arriver sur la table. Vous allez voir que c'est progressif. Dans ton livre, tu écris « C'est qu'un homme, ça devait mépriser son corps, mépriser le confort, mépriser la souffrance ». Qu'est-ce qui te poussait à croire ça? À une éducation, hein. J'ai une éducation dans une représentation de ce qu'est être un homme où la notion de violence et de violence physique, elle est omniprésente, que ce soit déjà dans l'espace intrafamilial, mais aussi hors, tu vois, à l'école, etc. et tout. Je me battais quand j'étais gamin, si je rentrais, on me demandait pas ah, avec qui tu t'es battu, on va aller voir le maître ou la maîtresse, quoi. C'était est-ce que tu lui as fait mal, tu vois, qu'on me demandait systématiquement. C'est très très facile, en étant extérieur à une socialisation, de dire les gens devraient faire comme ci ou les gens devraient faire comme ça. C'est pas possible en fait de s'en détacher simplement parce que quelqu'un vient une fois te dire te battre c'est mal, ça marche pas comme ça. Et donc du coup moi j'ai grandi fondamentalement là-dedans, dans un milieu qui était quand même un milieu assez populaire, avec aussi des moments où je me suis retrouvé moi-même dans une grande précarité, dans des milieux un peu délinquants, tout ça, où la question de la violence, c'était aussi une question de sécurité, quoi. T'es obligé de montrer une certaine violence, et cette violence, elle te préserve, et donc tu finis par croire à une narration, tu vois, qui est que le monde fonctionne de cette manière-là, et que la seule manière juste d'être un homme, c'est de faire mal et de se faire mal. Parce que c'est pas que de la violence exercée sur les autres, c'est aussi une violence exercée sur soi, une espèce de rigueur, le côté de pas exprimer sa souffrance, de pas exprimer ses émotions, etc., etc. Dans ton livre, tu parles comment t'es passé de la violence de la rue à une violence que t'as voulu plus structurer, notamment en commençant le Krav. Est-ce que ça allait avec un autre rapport à ta masculinité? Non, je dirais que c'était plus l'aboutissement d'une croyance, en fait. Je me fais agresser à Lyon, je me fais tabasser et c'est pour mort, pour rien, en fait. Bon, lisez le bouquin, vous aurez l'histoire. Et après ça, je fais une genre de dépression et tout, je suis vraiment au fond du trou. C'est la mode un peu de la self-défense et il y a ce truc qui vient d'arriver, c'est un nouveau sport, tout le monde dit c'est incroyable, alors là vraiment, pour apprendre à défendre dans la rue, ça va être formidable. C'est le Krav Maga. Et on me montre des images, et moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi j'ai grandi dans la mythologie des sports de combat, avec les types qui font du karaté, du taekwondo, je sais pas quoi, les films de Jean-Claude Van Damme, tout ça. Et là d'un coup, on me montre des images de types, des espèces de militaires en treillis qui tapent dans les couilles, mettent des doigts dans les yeux, ils prennent l'arme du type qui les attaque, ils la retournent contre lui. C'est hyper violent. Et en même temps, moi, je sors d'une agression tellement violente. J'arrive plus, tu vois, à prendre des transports en commun, je fais des crises de panique, des trucs comme ça. Je me dis, ah ouais, mais avec ça, je vais reconquérir ma force. Moi, je tombe dans un club qui est géré par un videur de boîte de nuit. Et le gars, il est complètement dans les délires virilistes. Faut se faire mal, faut s'envoyer les coups. Moi, j'apprends par exemple tout ce qui est, donc les gens qui ont déjà fait des sports de combat, les low kicks, c'est les coups de pied que tu vas mettre au niveau des tibias. Il nous dit, vous mettez pas de protège tibia, tu vois. Donc pendant des semaines, je vais m'entraîner sans protège tibia. Et alors, si vous avez déjà fait de la boxe thaï ou quoi, vous devez le savoir, c'est douloureux, c'est horrible. Et en même temps, je rentre là-dedans, je rentre aussi dans des discours. Il faut être prêt à tout moment, on va t'agresser, de la violence, il y en a partout. Je suis dans un truc où je m'entraîne en permanence en me faisant hyper mal dans l'idée que je serais capable de me défendre et que dans la vie, on va m'attaquer, qu'il va y avoir de la violence qui va me tomber sur la gueule et tout. Et c'est marrant parce que c'est pas la phase de ma vie où finalement je suis le plus exposé à de la violence comparé à mon adolescence. En fait, au moment où je fais du Krav Maga, je suis étudiant, je suis pauvre, je suis en galère. Mais je vis, tu vois, la vie étudiante et tout, machin, et je suis plus dans ces galères-là, tu vois. Et pourtant, c'est le moment de ma vie où je suis le plus dans un espèce de truc de on va m'agresser, on va me faire du mal, on va s'en prendre à moi et tout. C'est pas tant que ça change un rapport au monde, c'est que ça amplifie une caricature de la masculinité dans laquelle j'étais déjà, et ça me fait rentrer encore plus dedans. Et comme c'est validé par des hommes qui sont des figures, tu vois, de masculinité hégémonique, ce videur qui est le chef, d'autres gars qui s'entraînent, qui sont d'anciens militaires, qui sont des types ou des vrais durs, tu vois, et tout, je me dis, ah ben, je deviens comme eux, je deviens un vrai bonhomme, tu vois. Et donc ça me piège, d'une certaine manière, dans une représentation qui s'auto-alimente. C'est un essai notamment sur le sentiment d'insécurité. T'écris l'insécurité pour nous c'était du palpable, la violence on ne l'avait jamais vue autant. Et si tous les médias en parlaient, si tous les politiques en faisaient le cœur de leur campagne, c'était forcément que quelque chose était en train de se passer. Quand Gaël, le premier survivaliste que j'ai interviewé, m'a dit
La France, c'est devenu un pays violent. Même si moi, personnellement, j'ai jamais été agressée, j'ai entendu des histoires, je connais des gens à qui c'est arrivé. T'as qu'à ouvrir un journal pour comprendre que ça va mal, il y aura toujours des bobos pour te dire que tu crains rien et que tout va bien, mais moi je sais que le danger il est réel, qu'un jour les choses peuvent déraper. En fait, c'était à la fois un discours fondé sur du vide et le discours d'une personne attentive au monde dans lequel elle vit. Toi, ton sentiment d'insécurité, je me demandais s'il avait bougé pendant ton enquête, pendant tout ce temps que t'as passé avec eux. Moi, avant mon agression, j'étais pas quelqu'un qui se sentait fondamentalement en insécurité, alors que je vivais dans un milieu très insécurisant finalement. Après l'agression, du coup, avec tous ces milieux du Krav Maga et tout, il y a vraiment eu un moment où j'ai nourri cette représentation que j'étais en danger, qu'il y avait vraiment de la violence partout, etc. Mais j'insiste sur le fait que c'est une représentation. J'étais dans un monde de discours où tous les jours, j'allais m'entraîner avec des gens qui me racontaient au vestiaire les faits divers de la semaine, où l'instructeur qui nous entraînait nous disait oui, il y a eu telle agression à tel endroit, vous vous rendez compte, nanani, nanana. Tout ça, ça crée une représentation. Et ce qui est important à retenir, c'est que le Gaël là, dont je parle dans l'extrait, c'est quelqu'un qui te le dit, moi je me suis jamais fait agresser. Et il y a eu un déclic peut-être, moi je pense, dans les milieux du Krav Maga et plus tard avec les survivalistes, c'est que d'un coup je me suis rendu compte que ces gens, ils n'avaient pas du tout vécu la même vie que moi. C'est-à-dire que moi, je pense comme beaucoup de gens qui ont des vies un peu particulières, j'ai longtemps cru que ma vie était ordinaire, en fait. Je savais que, tu vois, vivre seul à 16 ans, c'est pas tout à fait normal, mais d'un autre côté, il y avait un truc, c'était ma vie, tu vois, donc j'avais pas la distance. Et je me rendais pas compte les milieux et la vie, les choses auxquelles j'étais exposé. Parce qu'en étant dans certains milieux, t'es forcément plus exposé. Quand t'es dehors à la rue à 3h du matin à Marseille sans avoir un endroit où dormir et que t'essayes de te cacher ou de te planquer pour essayer de faire ta nuit, tu vois, t'es pas dans la même situation que le gamin qui est chez lui, tu vois, chez ses parents en train de faire, tu vois, un raid sur WoW, quoi. C'est pas la même vie. Mais et c'est ça qui est étrange et qui est absurde, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet et que vous regardez la fachosphère, que vous regardez les politiques, etc., tout le monde parle comme si tout le monde avait vécu ma vie à moi. Comme si tous ces gens avaient été exposés au même niveau de violence, au même niveau de brutalité qu'une vie où tu es exposé à des gens qui trafiquent, à des bagarres, à la rue, à tout ça. Et ces gens-là, je suis là, mais en vrai, toi, excuse-moi, mais t'es un fils à maman, tu vois, les Papacito et compagnie, enfin, pardon, mais c'est des fils à maman qui avaient des pépitos au goûter, tu vois. Pourquoi t'es en train de me parler comme si tu savais ce que c'est le béton de la brique? Tu vois, t'en sais rien. Donc, la vérité, c'est que ces gens, ils vivent dans un fantasme, et ce fantasme, c'est exactement le même fantasme que les gens du Krav Maga. C'est un discours qui est un discours politique. C'est ça que j'essaie de raconter dans le livre, c'est de montrer qu'en fait, ces gens-là n'ont pas d'expérience réelle et concrète d'une agression. Ils vivent par contre dans une obsession d'un discours qui est le discours sécuritaire, qui n'est pas développé par l'extrême droite, mais qui est développé par les néolibéraux. Systématiquement, les politiciens néolibéraux sont élus sur des promesses qui sont des promesses économiques au départ. Nicolas Sarkozy, il arrive avec son discours « travailler plus pour gagner plus ». Hollande, qui est un néolibéral aussi, tient un discours sur la finance. Son ennemi, c'est la finance. Macron, c'est la Startup Nation. Au moment du premier bilan, généralement, ça s'est pas très bien passé. Et on a un shift. On a un shift systématique qui est un basculement dans des discours sur la sécurité et où le centre politique devient la gestion de la sécurité de la population. Ça va être une politique publique qui va entièrement s'axer. C'est hyper intéressant. On est sur une période en plus de confinement où il n'y a aucune logique en fait à aller vers une politique sécuritaire, mais qui va entièrement s'axer sur la question de l'immigration, gestion de la délinquance, etc., etc. Le problème donc des politiques sécuritaires, c'est que c'est des politiques du coup qui sont fondées sur rien, qui sont utilisées de manière opportuniste par des types qui veulent se maintenir en carrière et cacher en fait leur action politique principale qui est la destruction globale de nos systèmes publics et l'appauvrissement de la population pour enrichir des milliardaires. Enfin, au bout d'un moment, faut poser les choses telles qu'elles sont. Et par-dessus ça, c'est des politiques qui fondamentalement produisent du racisme. Là où c'est vicieux et extrêmement dangereux, c'est que ces discours-là ne sont pas portés par des gens qui font peur. C'est porté en fait par des gens qui représentent pas une menace dans la tête des gens. C'est ah non, mais en fait, c'est pas des extrêmes, c'est des centristes, c'est des gens du PS, c'est des gens de droite. Le marketing est très bien fait, oui.
Très réussi. Oui, c'est ça, c'est des gens pas effrayants. Et du coup, en fait, on se rend pas compte que ces types-là sont en train de porter concrètement un discours qui, dans les années 80, était le précaré de l'extrême droite. Le discours sécuritaire, jusqu'en 1978, par là, c'est un discours qui est entièrement le discours de l'extrême droite et qui n'est jamais utilisé par les autres bords politiques qui le considèrent comme dangereux. Par exemple, le slogan La sécurité première des libertés, c'est le slogan de campagne de Jean-Marie Le Pen, qui a été repris textuellement, mot à mot, par Emmanuel Macron il y a quelques années. Tant qu'on ne luttera pas contre le discours sécuritaire, on sera inefficace dans la lutte contre l'extrême droite, en fait. J'explique souvent, en fait, que j'ai jamais rencontré un survivaliste qui croit en la fin du monde. Moi, j'ai rencontré des gens qui croient en la guerre civile. Les gens arrivaient avec des scénarios de crise, tous différents les uns des autres. Ils me disaient, ah, moi, je pense que ce sera un épuisement du pétrole. Moi, je pense que ce sera une crise sanitaire. Moi, je pense que ce sera ci, ce sera ça. Et je me disais, mais comment c'est possible que tous ces gens se préparent de la même manière alors qu'ils sont sur des scénarios de crise aussi différents? Et comment est-ce qu'ils font quand l'actualité change le scénario de crise? Et un jour, j'ai le déclic, je me rends compte que, en fait, la crise, c'est pas l'effondrement. La crise, c'est l'étincelle, mais l'effondrement, c'est l'explosion. Et en fait, l'étincelle, pour eux, c'est juste quelque chose qui va amener une faillite de l'État. Et que dans leur représentation, l'effondrement, c'est l'État qui est mis en faillite. C'est la disparition de la police, la disparition de l'armée, la disparition des pompiers. Les gens sont abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes. Et le pari des survivalistes, c'est que dans cette situation, l'homme devient un loup pour l'homme. Le voisin qui m'aidait parfois, je sais pas, à monter mes courses, et ben d'un coup, il a plus à bouffer, il a pas de quoi soigner ses enfants, ben, il va venir défoncer ma porte à l'âge pour voler ce qu'il y a dans mes placards. Mais dans cette guerre civile, tout le monde n'est pas considéré équitablement comme pouvant représenter une menace. Certains groupes de la population vont mal se comporter. Et ces groupes-là, c'est lesquels? C'est les fameux groupes à risque, c'est les fameuses figures repoussoires des discours sécuritaires, les personnes racisées, les personnes non blanches, les personnes musulmanes, etc., etc. Ces gens se préparent concrètement à assassiner des personnes au principe de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, au prétexte de leur amour pour leurs enfants, leur famille et de la protection des gens autour d'eux. Mais si tu regardes l'histoire des fascismes, ça a toujours reposé sur ce principe-là. Déshumanisation d'un groupe au principe de la sécurité d'un ensemble. Quand tu as observé cette mécanique, je pense que tu vois, tu réfléchis très très différemment à la situation, par exemple, à la situation actuelle. Je me demande quand on approche les questions d'extrême droite, les idéologies d'extrême droite avec une volonté de faire du débunkage de faits, je pense qu'on se trompe complètement parce qu'en fait, les faits, ça les intéresse pas énormément. Ce qui les touche, eux, c'est les émotions qu'ils ont. Quand nous, on est dans ce point de vue très pragmatique et factuel de débunkage, on passe à côté, en fait, d'un sujet. Je suis pas forcément d'accord. Je te Ah oui? raconte un truc. Ouais. Je suis passé sur Click, l'émission de Canal. J'arrive avec mes histoires de survivalisme, les mecs essayent de caler des blagues, enfin, ambiance complètement chelou. Moi, j'essaie de parler d'un truc hyper galère. Au milieu de l'émission, je balance justement un truc sur les chiffres de l'insécurité en citant des statistiques et en disant mais l'insécurité, elle est pas du tout en train d'exploser, tatati tatata. Le passage, il a été clippé et il a mais pété les scores, mais partout sur Internet. Les gens n'avaient jamais entendu à la télévision ce discours-là. C'est tellement quelque chose qui est considéré comme acquis qu'on est dans une société de plus en plus violente que plus personne ne remet ça en question et que plus personne n'amène d'éléments. Au milieu de ça, il y a énormément de gens en fait qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de prendre position s'ils n'ont qu'un seul son de cloche. Moi, je trouve que l'extrême droite, on la débunk extrêmement peu. Soral, il a surfé sur le retour du négationnisme et tout. J'en ai vu 10 000 des vidéos pour dire oui, Soral, nanana, machin, hein, Dieudonné, nanana, machin. Et la vidéo pour expliquer le négationnisme, elle est où, tu vois? Elle existe pas. Peut-être que le facho phase terminale, il s'en foutra. Mais d'un autre côté, la personne qui est peut-être en train de se faire avoir par Soral et tout, et qui est là en mode non, mais attends, il cite un chercheur, il cite Robert Faurisson, qui a travaillé longtemps sur ces questions-là, machin et tout. T'arrives, tu t'assois, tu dis Robert Faurisson, il était chercheur en littérature. Il ne connaissait rien à la méthode de la recherche historique. Tu vois, déjà, t'as mis une balle dans le truc. Ça t'a pris une seconde. Personne l'a fait. Est-ce que tu le savais, ça? Je pense qu'il y a plein de gens, ils savent pas. À un moment donné, il faut ridiculiser aussi ces discours. Faut leur enlever cette substance, cette force et tout. Après, ça, c'est en termes de discours public. Quand on est dans le quotidien, quand on parle à des gens dans des entourages, etc. et tout, effectivement, tu peux pas juste balancer de la data de manière frontale et agressive, ça va pas marcher. Si on a vraiment un proche qui est en train de basculer dans ces trucs-là, ouais, ça va être de planter des petites graines en acceptant que chaque combat, on va pas le gagner. Aussi, je pense, c'est un peu les bases de la communication non violente, mais aussi dans un truc où tu parles de toi, où tu expliques en fait ta position sans te mettre dans un truc de vérité. C'est pas moi je sais en parlant de quelque chose qui t'est extérieur. C'est peut-être que tu as un vécu sur certains sujets, patati patata. Mais il y a des gens qui écouteront pas. Il y a des gens qui écouteront pas. Et ces batailles, il faut accepter aussi de les abandonner. On perd énormément d'énergie
à essayer de déradicaliser des gens hyper bruyants, agressifs, l'oncle raciste, tu vois. Mais l'oncle raciste, en vrai, tu vois, tu le ramèneras pas. Mais par contre, le cousin fils de l'oncle raciste, confus, chelou, qui parle beaucoup moins en repas de famille, mais qui est en train de se laisser embarquer dans du n'importe quoi, peut-être qu'en quelques conversations, tu peux l'amener complètement ailleurs, tu vois. Mais le temps que tu es en train de perdre ailleurs, ben tu le fais pas sur ça, quoi. Et peut-être faut distinguer aussi la conversation de l'agression, parce que je crois qu'il y a un moment aussi, les gens, faut vous rendre compte qu'il y a des conversations qui en sont pas. Il y a des gens, ils arrivent, ils vont avoir des discours full racisme, LGBT-phobie, sexisme et tout, volontairement violents, volontairement brutaux. Il n'y a pas de conversation à avoir avec quelqu'un qui vous agresse. Notre problème principal là dans la lutte contre les idées d'extrême droite aujourd'hui, c'est que on est énormément dans la réaction, une réaction qui est effectivement épuisante et qui répond au calendrier de l'extrême droite en fait. Donc quand Exact. on ne fait que répondre à leurs actions, on n'est pas nous en train de dérouler notre projet politique, notre philosophie politique. En fait là, la priorité aujourd'hui, ça devrait être de réfléchir collectivement à comment on construit un projet politique sur 15, 20, 30 ans de gauche, plutôt que de continuer à réagir aux dingueries de l'extrême droite, parce que eux, ça fait déjà 15, 20, 30 ans qu'ils ont construit leur projet politique et qu'ils sont en train de réussir à l'appliquer dans le pays, quoi. Attention à ça, parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus m'attraper la veste plusieurs fois en mode oui, mais attention, du coup, faut pas parler de l'extrême droite, tu leur donnes de la visibilité, nanani, Oui. nanana. Ouais. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment la pire manière de capter le problème. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, ce côté, on se fait attraper sur le calendrier de l'extrême droite, mais en même temps, il faut pas en parler. Ce qu'il faut, c'est construire notre propre calendrier et notre propre manière d'en parler. Il faut apprendre en fait à construire notre agenda politique, mais en gardant l'extrême droite en tête, mais dans des logiques de combat. Je reviens à la question sécuritaire. Si on avait un discours qui attaquait les fondements, tu vois, des représentations sécuritaires, ça, on devrait le mettre dans l'agenda, tu vois. Au lieu d'essayer de prouver que les mecs d'extrême droite sont des nazis, enfin, je veux dire, ils en ont rien à foutre. Déconstruire leur discours en allant sur leur terrain. Mais ça, c'est d'une efficacité, c'est phénoménal. J'ai eu un moment un peu lunaire comme ça, c'était un débat au crayon, je me retrouve face à Alice Cordier. Le crayon qui est une... si tu peux restituer ce que c'est pour les gens qui Crayon, connaissent. c'est un média qui appartient en partie à Pierre-Édouard Stérin, donc qui est un milliardaire qui a un agenda politique d'extrême droite. Eux-mêmes ne se revendiquent pas d'extrême droite. J'ai fait une interview du rédacteur en chef, mais voilà, une très grosse représentation de figures de la fachosphère, de gens très problématiques, avec pas assez ou voire pas du tout de debunk et tout. Moi, vraiment, je suis en galère parce que c'était pas les invités que je devais avoir, ils ont été changés la veille. Je me retrouve dans une situation de 3 contre 1 parce qu'il y a 2 autres invités qui devaient être un macroniste et un abstentionniste. Je me rends compte que l'abstentionniste est d'extrême droite et que le macroniste, le racisme et tout, ça lui va très bien. Et il trouve quand même que LFI, c'est beaucoup des antisémites et tout. Et je me dis, oh putain, le bourbier, quoi. Et donc, on commence à s'engueuler sur les chiffres. Et justement, Alice Cordier dit, non, mais on n'a pas les mêmes chiffres. Nanana. Moi, mes chiffres, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je lui dis, ben, c'est pas possible. Parce que je dis, mes chiffres, c'est l'État 4001. Et elle fait, non, mais c'est mes chiffres, c'est le ministère de l'Intérieur, ça n'a rien à voir. Je dis non, mais mes chiffres, c'est l'État 4001. Et d'un coup, je me rends compte, tu vois, qu'elle sait pas que l'État 4001, c'est le recensement des comptes rendus de la police et de la gendarmerie qui est fait par le ministère de l'Intérieur, qui leur sert à construire leurs chiffres. Ce qui veut dire qu'elle n'est jamais allée sur le site du ministère de l'Intérieur, qu'elle a jamais même vu le document statistique parce qu'elle sait pas comment il s'appelle. Je suis là et je suis en face d'elle et je dis mais du coup c'est la même chose et vous le savez pas, tu vois. Il y a un moment je rigole un peu et bon ils ont un peu coupé le moment où je rigole, mais c'est tu vois j'étais là moi en face, je me dis waouh, ah non mais c'est impressionnant parce que c'est des gens, ils ont construit l'entièreté de leur représentation sur des chiffres qu'ils ont jamais lus, quoi. Ce moment-là, tu vois, il est pas, je l'ai peut-être pas assez géré, je l'ai peut-être pas assez réussi parce que bon, on était à 3 contre 1, c'était une galère. Mais en vrai, rien qu'avoir fait dire ça à cette personne à ce moment-là, pour moi, ça démonte, tu vois, tout ce qu'elle peut dire. Tu vois, c'est une preuve que, voilà, elle sait pas de quoi elle parle du tout. Hein. Je me disais, c'est quand même pas banal d'aller se battre sur le terrain de l'extrême droite, dans leur canot à eux, d'aller les confronter en direct. Ça demande quand même pas mal de guts. Moi, je me demandais, c'était quoi ton cheminement, en fait? Pourquoi est-ce que t'as décidé d'y aller? Est-ce que t'as eu un élément déclencheur aussi qui t'a fait te dire, en fait, il faut que j'y aille? Parce qu'il y a des militants et des militantes qui estiment que répondre à l'extrême droite, c'est déjà de leur donner de la visibilité, de donner de la visibilité à leurs idées. Je me suis toujours tenu assez éloigné des partis politiques. Ça m'a jamais trop plu la manière dont les gens dans ces milieux-là se présentaient. C'était des milieux très intellectuels. Enfin, je me sentais très humilié par leur manière de parler de politique. Et en plus, moi, je venais d'un milieu très populaire où
ben, les gens n'étaient pas politisés, en tout cas, ne se pensaient pas politisés. Quand j'étais à la fac et tout, j'avais retrouvé des potes du lycée un peu, et un jour, on se balade avec un pote et tout, et on discute, et d'un coup, le gars, il fait une quenelle. Alors, Eh, si les gens savent pas ce que c'est, une quenelle, c'était le signe de ralliement de Dieudonné, Soral, de tous les antisémites de France, tu vois, à l'époque, qui est basiquement un salut nazi, mais fait d'une manière à ce que ce soit pas répréhensible et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu vois, qu'est-ce qui se passe là et tout, machin. Et il me dit, non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est pas politique, machin et tout. Et on commence à parler, et je me rends compte que le gars, il est en train de se faire soraliser, quoi, complètement. Alors c'est la grande époque d'Alain Soral, hein, qui marche très très fort sur YouTube et Internet. Le gars, il est en train de partir soralien. Donc, ouais. grande discussion compliquée, autre grande discussion compliquée, ça a duré longtemps. Bon, on faisait du sport ensemble et tout, donc on se voyait beaucoup. Il y a eu des moments de conversation, voilà, très difficiles. Il a fini par arrêter d'être dans la sphère Soral. Il m'a fait découvrir le Raptor, Bruno Le Salé, Greg Tavibian, et il y a eu un peu Tatiana Ventos, et maintenant il a un peu arrêté eux aussi, tu vois. Et à chaque fois, je suis là et je passe par la cellule de déradicalisation, tu vois. Où je suis en mode, bon, alors, attends, je vais t'expliquer, machin et tout, tu vois. C'est un exemple, tu vois, sincère. C'est un type avec qui je m'entends bien et où on a une relation suffisamment sincère pour qu'il m'en parle. Et pour que, du coup, ça ouvre une discussion qui fonctionne et qui fait que on a réussi à éviter pas mal d'embûches, tu vois. Le problème, en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui sont laissés à l'abandon avec ces gens-là sur Internet, et que la gauche, super, ils sont tous des tous entre eux, là, ils font des pétitions trop stylées. Il y a Cyril Dion qui a signé et tout, machin. Franchement, ça va avoir de l'impact, là. C'est publié. Alors là, pendant au moins 4 heures, les gens vont en parler, tu vois. Et on est là, on a l'impression qu'on est actif et qu'on fait des choses, et que dans nos petites bulles. Mais en fait, il y a un monde entier de gens qui sont laissés hors de ces bulles-là, et l'extrême droite vient les chercher. Et moi, j'étais en mode, mais en vrai, là, sur Internet, c'est quoi le plan? On est entre nous, là, en train de se renifler le cul sur Instagram, en mode, ah oui, mais t'as dit ça, et pourquoi tu l'as dit comme ça, et patati et patata, et machin. Et à côté, t'as des mecs, genre, le Raptor et tout, ils font leurs vidéos en paix, quoi, en tranquille. Personne vient les débunk, personne vient les attaquer, personne vient se foutre de leur gueule, personne vient juste te dire, tu vois, le minimum du minimum, qui est que c'est des cons, quoi. Rien que les moquer, en fait, on a besoin de Oui. les moquer pour Hmm. casser leur désirabilité, enlever en fait leurs récits mythiques qui se sont inventés, ces types-là, comme quoi ils seraient des espèces d'alpha mâles super forts, hyper successful, qui réussiraient tout, machin et tout. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive de temps en temps et qui dise, mais successful de quoi? Tu vends des protéines de mauvaise qualité sur Instagram, c'est la seule chose que tu as fait de ta vie. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais alors il n'y a pas de mal à avoir un petit commerce, tu vois, mais de là à t'inventer une vie et à faire un podcast tous les jours, peut-être que voilà, c'est un peu excessif. Et venir péter ça, quoi, tu vois. Donc moi, je me suis dit, il faut qu'on occupe l'espace, parce que la réalité, c'est que le discours de l'extrême droite, il est partout. Il n'y a personne en face, jamais, qui vient leur dire que ce qu'ils disent, c'est de la merde, qu'ils sont racistes, qu'ils sont dangereux, etc., etc. Au point qu'on a même une sphère d'influenceurs qui sont même pas catégorisés à l'extrême droite, qui tiennent des discours Hmm. absolument toxiques, ultra violent, et que personne vient attraper par le col. Moi, j'ai beaucoup travaillé à un moment sur un gars qui s'appelait Baptiste Marché, qui tenait la chaîne Bench and Cigar. Je me suis rendu compte que j'étais le premier à faire des vidéos, à ouvertement dire que ce type était un ancien néo-nazi. C'était sourcé, hein, je veux dire, c'était pas difficile à trouver les informations. Même lui, il en avait parlé dans certaines vidéos et tout. Mais ce gars appartenait à la sphère néo-nazie. Si tu connaissais un peu les milieux d'extrême droite, tu le savais, mais personne avait pris 5 minutes pour faire une vidéo et le dire ouvertement et dire non mais attendez, on peut pas soutenir un gars pareil, c'est pas normal qu'il ait cette place-là. Le nombre d'influenceurs, mais mainstream, qui ont fait des feats avec ce Hmm. gars, aujourd'hui, avec ce que j'ai fait avec cette vidéo-là, je sais que si quelqu'un fait un feat, on va lui attraper le col en lui disant mais frère, tu fais un feat avec un nazi là. Et du coup, ça c'est efficace. T'es arrivé sur Tatiana Ventos, moi je me demandais, est-ce que toi, dans tes observations, t'as trouvé qu'il y avait des spécificités dans l'approche des meufs qui promeuvent des idées d'extrême droite? Ce qui était intéressant chez les survivalistes, je dirais, c'est que l'entrée, elle était quand même dans les milieux, elle était souvent faite par des hommes au départ. Ça allait être le mari qui allait rentrer dans le truc et tout, parce qu'il y avait une désirabilité de la violence, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Le premier contact se faisait de manière souvent assez brutale, parce que l'entrée se faisait de manière pas du tout progressive. Moi, j'ai vraiment des scènes. Il y en a une que je raconte un peu dans le bouquin sur Oui. un stand de tir, mais qui est sur. Enfin, déjà, le stand de tir, c'était hardcore.
pour des gens qui étaient dans ce milieu-là, en mode combat, guerre, t'es pas derrière un stand, en vrai, t'es en train de te déplacer avec les armes, tu t'entraînes à égorger des gens, tu poses des corps par terre, tu tires sur des cibles, il y a des armes de partout, aucune sécurité. Il y avait un gars qui avait ramené sa femme, et sa femme, elle était en panique, mais normal, tu vois, t'es au milieu d'une carrière, il n'y a aucune sécurité, avec un encadrant complètement fou, ça tire de tous les côtés, il y avait des balles qui rebondissaient, c'était des cibles en fer, je me rappelle et tout, tu vois. Et elle osait pas tirer avec son arme et tout, et son mari qui était là à lui mettre la pression, et enfin, toute la scène était surréaliste, et on voyait bien en fait comment dans le rapport genré, là où pour les mecs c'était l'accomplissement, tu vois, de quelque chose qui pour eux correspondait à une naturalité du rôle masculin, pour les femmes il y avait une transgression du rapport genré, puisque à l'inverse, dans une société patriarcale, il y avait cette idée que, attention, tu n'es pas censé t'emparer de la violence, être capable de faire preuve de violence, et donc ça va créer deux dynamiques, soit une dynamique de fuite, c'est-à-dire que ben, la personne ne revient jamais, quoi. Elle se sent hyper agressée par ce qui se passe, elle se sent hyper pas bien, elle a l'impression que c'est sa faute. Soit, en fait, une dynamique de légitimation, justification par un autre discours biologisant sur la place de la femme, qui va être de dire, voilà, alors... nous, les femmes, on a plutôt un rôle émotionnel, mais dans une société qui s'effondre, on sera en capacité de faire ci, faire ça. Réexplication des rôles genrés, un repositionnement, tu vois, par la justification biologisante, hyper chelou, qui va faire que on peut se sentir légitime à être là où on est. Enfin, tu vois, là, une femme va se sentir légitime à être là où elle est, dans un milieu, en fait, qui est hyper violent pour elle, quoi. Dans les milieux de gauche, où, tu vois, là, moi je parlais de la Ligue de l'enseignement tout à l'heure, quelles erreurs méthodologiques, toi, t'observes par rapport à la montée du sentiment d'insécurité, aux idées d'extrême droite? La première erreur, moi, que je vois tout le temps et qui me fait un peu péter un plomb, c'est de croire que les jeunes seraient plus vulnérables et fragiles, qu'il faut prioritairement agir sur les jeunes par rapport à Internet et que eux, oh là là, on leur en met plein la tête, machin, etc. Excusez-moi, mais là, avec votre télévision, vous vous faites pisser dans le crâne H24 par des gens qui vous vendent des représentations racistes, violentes, cette représentation sécuritaire dont je parle en permanence, et vous le remettez pas en question. Et par contre, vos gamins sur TikTok, qui sont peut-être exposés à des discours de merde, hein, c'est sûr, mais qui sont aussi peut-être exposés à des discours comme le mien en étant sur Twitch, tu vois, ou comme le tien, ou comme celui de gens extrêmement basés que vous ne verrez jamais à la télévision. Il y a ce problème-là qui se répète, en fait, je trouve, à l'échelle, à un moment donné, des assos, des lycées, des collèges, qui est de dire ah, il faut qu'on agisse sur les jeunes, sans commencer par agir sur les équipes. Tu vois, enfin, tu te retrouves très vite quand même à te rendre compte que dans les équipes autour de toi, tu as quand même des gens qui vont porter des discours qui sont des discours discriminants, qui valident les représentations de la télé, qui valident une certaine forme de violence, de discrimination et tout. Peut-être que là, le premier levier d'action, c'est déjà d'essayer, tu vois, de travailler à la sensibilisation des équipes pour éviter que ces équipes-là, en fait, elles viennent répéter des stéréotypes ou valider des représentations toxiques et dangereuses. À chaque événement tragique, Samuel Paty, tu vois, des événements comme celui-ci qui sont très médiatisés et qui mettent en branle-bas de combat l'éducation nationale, les profs, par exemple, se sentent démunis parce qu'on leur demande d'animer des temps. Ils sont très mal à l'aise parce qu'ils savent que les débats les discussions vont partir dans tous les sens et qu'ils pourront pas les cadrer, ils sont pas outillés pour ça. C'est un travail de longue haleine, enfin même toi tu le sais, pour aller débattre du coup régulièrement avec des personnes qui sont pas de ton bord politique, pour convaincre les gens, faut planter des petites graines et ça prend des années parfois avant que germe une petite herbe. Il y a un truc déjà, c'est, tu vois, si tu dois parler à un groupe, par exemple, Ouais. t'as un groupe d'élèves, je sais pas, et t'en as un qui tient un discours d'extrême droite et tout, et tu peux faire de ton mieux et ne pas parfaitement y arriver. Il n'y a pas une obligation de résultat, comme tu l'as dit, les gens ne sont pas formés. Moi, c'est mon métier de parler de ces sujets-là, j'ai beaucoup de data, j'ai beaucoup de données, mais ces data et ces données, elles sont pas, enfin voilà, elles sont disponibles vite fait sur ma page et en regardant des vidéos, en se renseignant sur le sujet, mais ça reste compliqué, tu vois, de se construire un argumentaire solide avec ça. Tu peux faire ce que tu peux, mais il y a peu de ressources en fait qui viennent débunker les principales fake news d'extrême droite et tout. C'est quelque chose qui manque énormément. Et c'est pas à des professeurs tout seuls d'aller débunker le grand remplacement, tu vois. Faites de votre mieux, mais comprenez bien que en prenant la parole contre ces élèves-là, même si vous ne faites pas changer d'avis l'élève, vous montrez au reste du groupe que ce discours-là, qu'il n'est pas acceptable, qu'il est potentiellement raciste, discriminant, violent et qu'il n'est pas ordinaire.
Donc cette prise de parole, elle n'est pas inutile en fait. Tu sais, il y a des fictions là qui sortent en mode oh les zombies, oh les virus, oh bah, l'effondrement quoi globalement. Est-ce que ça peut, selon toi, ça participe au fait qu'il puisse y avoir un entraînement vers ces modes de vie, d'action survivaliste Ouais, la fiction et tout, je pense que ça joue. Franchement, ça joue, Ah ouais. parce que ça joue à romantiser. C'est pas ça qui va produire l'entrée dans le milieu, mais quand on s'intéresse au truc, si tu veux, le survivalisme a quand même eu une image très très négative aux États-Unis pendant assez longtemps à cause d'un attentat, l'attentat d'Oklahoma City, où il y a eu une énorme attaque à la bombe contre un bâtiment du FBI qui a fait que pendant longtemps, c'était le plus gros attentat jamais fait sur le sol américain. Et en plus, le fondateur du survivalisme, c'est un mec qui s'appelle Kurt Saxon, qui est littéralement un néo-nazi scientologue sataniste. Il a fait partie de l'église de Satan, ce qui est le truc le moins pire qu'il ait fait, et d'un mouvement terroriste qui s'appelait les Minutemen, qui a essayé notamment d'assassiner Martin Luther King. Vous regardez les films des années 80-90, quand il y a un survivaliste, c'est le mec chelou bizarre. Arrivent les années 2000, et il y a un rebranding du survivalisme. On se retrouve avec la figure du zombie, tous les récits apocalyptiques qui deviennent hyper à la mode, où on a des personnages survivalistes, type Daryl dans The Walking Dead et tout, qui sont montrés sous un angle hyper positif. Et en fait, tout ça, ça crée un récit, quoi, tu vois, populaire. Il y a des boutiquiers qui captent, tu vois, qu'il y a moyen de se faire un peu du pognon sur différentes peurs dans l'Amérique post-11 septembre, machin et tout, et qui vont relancer, en fait, un certain nombre de discours survivalistes, mais ils vont pas se revendiquer du survivalisme, justement parce que c'est stigmatisé, et ils vont se présenter comme étant, justement, ils vont appeler ça les preppers, du coup, en France, ça va se traduire par les prévoyants. Et en fait, c'est exactement le survivalisme à papy, seulement on cache Kurt Saxon. Tout ça, en fait, fait que ça réinfuse dans la culture populaire, où la représentation du survivaliste finit par acquérir une désirabilité. Et quand tu associes un substrat culturel fort, des discours politiques omniprésents, avec en plus une désirabilité fictionnelle, forcément, c'est un peu la recette gagnante, quoi, pour que des gens s'engagent. Est-ce que toi, il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, Mathieu? Il y a peut-être un point, je me dis, qui serait quand même intéressant, c'est sur la question du terrorisme. Concrètement, en France, on a des survivalistes qui ont assassiné des gens récemment. Deux affaires là assez connues, Valentin Marconne et Frédéric Limol. Frédéric Limol, il a assassiné 3 gendarmes avec un fusil longue distance. Valentin Marconne, il a tué son patron et un collègue avant de s'enfuir dans la forêt avec un fusil longue distance. Et il y a eu une traque de plusieurs jours pour pouvoir l'arrêter. Déjà, c'est jamais catégorisé comme terrorisme. Ça, c'est hyper chiant dans les médias. Donc, les gens, souvent, ils sont là en mode « Ah, mais c'est pas vraiment du terrorisme, c'est un coup de folie, tatati tatata ». Alors que c'est clairement du terrorisme. C'est ce qu'on appelle les acteurs isolés. C'est hyper connu. Le discours public ne qualifie pas ces affaires de terrorisme. Donc, on ne connecte pas les points entre toutes ces affaires qui se multiplient. Il y a des manières d'agir là-dessus qui sont assez efficaces. D'abord, la question des armes. C'est-à-dire en fait en repérant par le tir sportif, etc., qui est armé et comment. Et ensuite, il y a des pointeurs qui tout de suite indiquent des personnes dangereuses, notamment les violences conjugales. Dans l'affaire Frédéric Limol, c'est frappant, quoi. Les deux compagnes du gars, l'ex-compagne et la compagne actuelle au moment de l'attentat, sont allés au commissariat, ont essayé de signaler les problèmes, ont dit que le mec était armé, qu'il tenait des discours de violence, rien n'a été écouté. Si c'était un musulman, le type se serait fait soulever par le GIGN à 6h du matin. Et pour le coup, tu vois, je veux dire, raisonnablement, tu vois. Là, le gars, on l'a laissé dehors, tranquillou, faire sa vie, machin, et 3 morts. Aujourd'hui, pour avoir discuté de ça avec des gens dont c'est le travail à l'antiterrorisme, etc. et tout, la détection se fait principalement sur les réseaux. Il faut que le type s'annonce, quoi. Il faut qu'ils aillent sur des forums. Heureusement, ils le font, beaucoup. Le désintérêt du terrorisme, quand c'est un terrorisme blanc, fait qu'on est quand même très en retard comparé à d'autres pays, et ça nous expose énormément à des passages à l'axe, ce qui fait qu'on est un des pays où il y a le plus d'attentats terroristes d'extrême droite aujourd'hui dans le monde. Bah merci, j'avoue que c'est effectivement un sujet sur lequel j'étais pas allée et qui est hyper complémentaire en fait. Tu peux pas parler de ça sans parler du sujet terroriste. J'allais faire une petite section à la fin du live pour renvoyer vers certaines ressources si vous avez envie de creuser les sujets et de développer une culture autour de ça. Il y a bien sûr Street Press qui est un média indépendant dont l'extrême droite est un des sujets principaux. On leur doit beaucoup d'enquêtes pendant les législatives par exemple qui ont été très utiles pour essayer de lutter contre l'élection de pas mal de députés du Rassemblement national. C'est des actions qui sont très concrètes en fait, de médiatiser les parcours
nazis, par exemple, de futurs députés du Rassemblement national. Est-ce que toi, tu as d'autres ressources comme ça vers lesquelles tu auras envie de renvoyer les gens qui ont envie de se construire une culture? Tu vois, survivalisme ou sujet sécuritaire ou banalisation de l'extrême droite? Malheureusement, sur le sécuritaire, il n'y a rien. Et Bah faut ouais, être c'est honnête. du ce que tu disais. Voilà, c'est un sujet qui est très 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 peu traité par très très peu de gens. Je pense pas que ce soit utile que je renvoie vers de la recherche un peu trop fondamentale. Donc après, des lectures que je trouve intéressantes, il y a qui sont des bouquins de recherche que je pense à peu près lisibles, mais franchement, je mets un à peu près et ne vous sentez pas honteux de quoi que ce soit si ça vous fait chier, que c'est pas agréable. Deux livres qui me viennent en tête, c'est Linda De Matteo, L'idiotie en politique, qui est un livre qu'elle a écrit bien avant l'élection de Trump, où elle parle de l'usage de la figure du bouffon dans la montée de l'extrême droite italienne et de comment le ridicule est instrumentalisé par l'extrême droite pour réussir à gagner les élections. Elle avait vu de très loin venir des choses qui nous sont tombées sur la gueule derrière. Et il y a un livre que j'aime pas mal sur la question sécuritaire, c'est La force de l'ordre de Fassin, qui parle de la police et qui est une enquête en infiltration dans la BAC et tout. Je trouve vraiment intéressant sur la manière dont le sécuritaire, le système policier se construit et va construire des représentations. Ça déconstruit pas mal de trucs qui peuvent être intéressants. Sur la question féminisme extrême droite, il y a Léane Alexandre qui a le compte, c'est Mécréante. Le compte Mécréante qui a fait plein de vidéos sur le sujet, qui a essayé de bosser sur la question, qui a fait un peu de recherche dessus et tout machin. T'as une super série de hacking social, la chaîne YouTube, qui est tenue par Shaika et V6, qui travaillent depuis plusieurs années sur ces sujets-là. Elles ont fait une série sur les autoritaires. Ça dure des heures entières, en fait, leur série, parce qu'il y a tellement de choses à décortiquer. Alors, leur approche, c'est de traiter ces sujets-là sous l'angle de la psychologie sociale. Je vous renverrai aussi vers la chaîne Off Investigation, et notamment les formats en off de Lumi, qui sont produits depuis quelques temps et qui traitent régulièrement de ces sujets-là. Il y a bien sûr Rhinocéros de Usul et de Lumi, encore une fois, sur la chaîne de Blast. Tu parlais de Mécréante et j'ai envie de parler aussi de Histoire crépue, notamment effectivement parce que c'est cool d'avoir le point de vue des militants et des militantes non blanches, des militantes et militants non blancs qui viennent apporter aussi d'autres éléments. Dans le milieu associatif, le CNAGEP a créé un gros guide. Ils appellent ça l'éducation populaire pour lutter contre les idées des extrêmes droites. C'est un outil de travail qui résulte de travaux menés par le CNAGEP au cours du chantier lutte contre les idées d'extrême droite qui a débuté en 2022, dont les actions et réflexions se poursuivent. C'est une grosse brochure qui vient débunker pas mal de choses aussi. Ça peut être un outil complémentaire pour les personnes qui veulent se renseigner. Et je pense qu'on va s'arrêter là, si ça vous va. Merci d'avoir accepté de venir parler de tout ça. On pourra en parler encore des heures, c'est sûr. Peut-être qu'on en reparlera à l'occasion dans un autre angle, une autre problématique. N'hésitez pas à follow du coup la chaîne de Mathieu pour le retrouver. On te retrouve aussi sur Instagram, YouTube. Enfin voilà, t'as toujours des projets qui sortent. On va continuer à suivre ça. Merci Mathieu. Merci d'avoir suivi cette émission avec Mathieu. N'hésitez pas à aller le follow, Mathieu Burgalassi, sur tous les réseaux. Trop intéressant, j'espère qu'on pourra retraiter de ce sujet-là. Je vous mets en description toutes les ressources dont on a discuté avec Mathieu, dont bien entendu son livre La peur et la haine en enquête chez les survivalistes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt sur Twitch et YouTube. Sayonara, asura. 戻らないこれはあなたに残した願い